C'est la question que tout le monde se pose. Le gouvernement va-t-il tomber ? La réponse est peut-être dans les mains de Marine Le Pen. On se posera la question de savoir aussi si la réforme des retraites pourrait être abrogée. Il en est question, on va en parler, vous allez voir, dès jeudi avec une niche parlementaire réservée à la France insoumise. Et puis, justement, la gauche, cette volumineuse gauche constituée de 4 partis, peut-elle imploser ? La question est posée. Vous êtes au club Le Figaro Politique. Avec Albert Zénou, rédacteur en chef du service politique du Figaro, avec Cécile Crouzel, rédacteur en chef adjointe du service économie du Figaro, du département, que dis-je, du Figaro. Paul Lobaché, grand spécialiste du Rassemblement national, précisément, et puis Véronique Reissoult, qui est présidente de Backbone Consulting. Alors, Albert, pile ou face ? Sur la censure ? Oui. On se dirige plutôt gentiment et assurément vers une censure. Je pense que c'est à pile ou face, effectivement. On va contextualiser. Ce matin, le Premier ministre, recevait. Il commence à recevoir plusieurs. Il va recevoir tous les groupes parlementaires d'opposition. Donc là, il recevait Madame Le Pen. Madame Le Pen. Puis Madame Panot. Puis Madame Panot cet après-midi. Visiblement, ce matin, les discussions ont tourné un peu court, dans le sens où rien n'a été fait. Marine Le Pen attend qu'on lui donne quelque chose, qui puisse la raccrocher à l'idée qu'elle puisse ne pas voter la censure. Donc, comme son axe de défense, c'est les classes populaires et le pouvoir d'achat et la défense du pouvoir d'achat, elle aurait bien voulu que le Premier ministre lui annonce qu'il fasse un geste. Or, a priori, aucun geste n'a été fait. Donc, elle a dit ce matin qu'elle était plutôt dans une démarche de censure. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle va censurer, puisque vous avez mais Paul en parlera encore mieux que moi, parce qu'il c'est un grand spécialiste, comme vous l'avez dit, du Rassemblement national, mais elle a des agendas différents. Elle vise autre chose que simplement faire tomber Michel Barnier. Il y a 2027 en ligne de mire. Donc, est-ce qu'elle ira jusque-là ? Tout laisse à penser qu'elle y va plus tôt. Mais là aussi, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Alors, il faut peut-être aussi contextualiser un peu tout ça. Ça voudrait dire que le Premier ministre pose un 49.3, c'est-à-dire qu'il saute par-dessus l'avis et le vote des parlementaires, et notamment de l'Assemblée nationale, parce que là, en fait, c'est assez compliqué. Le texte du budget est parti au Sénat, après commission mixte paritaire, et à partir du 18 décembre, il reviendra à l'Assemblée nationale, et c'est là où il pourrait poser un 49.3 pour éviter le vote des députés, et en retour, une motion de censure. Cette motion de censure, pour être adoptée, doit obtenir 289 voix, et pour qu'elle soit effectivement adoptée, les voix de la gauche ne suffisent pas, il faut que s'agrègent les voix du Rassemblement national avec elle, ce qu'on dépasserait à ce moment-là 300 voix. Paul Lobaché, elle est dans cet état d'esprit-là aujourd'hui, ou est-ce qu'elle fait monter les enchères ? Je crois qu'il y a 2 choses. Un, elle dit il faut que la surtaxe sur l'électricité soit retirée, ce qui est prévu dans le budget, et il faut aussi que plusieurs mesures qui facilitent, je reprends son vocabulaire, l'accueil des immigrés et des migrants en France soient aussi un peu abandonnées. En tout cas, pour l'instant, si on prend les choses en l'état, Marine Le Pen vote une censure. C'est clair et net. Et effectivement, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'elle veut ? Est-ce qu'elle veut vraiment engranger des petites victoires politiques dans une espèce de négociation avec le gouvernement de Michel Barnier, ce qui la placerait dans une position pas vraiment d'opposition, pas vraiment non plus dans le gouvernement, donc plutôt inconfortable ? Est-ce qu'elle fait durer le suspense pour faire tomber le couperet le jour venu, donc le 20 décembre, parce que 48 heures après le vote solennel à l'Assemblée nationale, pour créer un effet de choc, un effet de surprise, et reprendre un peu la main sur l'agenda politique, ce qu'elle avait perdu depuis quelques semaines. Dans la tête de Marine Le Pen, c'est un peu compliqué quand même. C'est-à-dire que vient s'entrechoquer plusieurs agendas. Il y a l'agenda politique, où normalement les élections sont calées,
2026 pour le municipal, 2027 la présidentielle, même si elle peut arriver plus tôt. Est-ce qu'une nouvelle dissolution d'ici juin-septembre 2025? Il y a l'agenda judiciaire qui est beaucoup plus périlleux pour elle et qu'il faut prendre en compte parce que si Marine Le Pen décide de censurer, de provoquer un grand remous politique et derrière la censure, la stratégie mariniste, elle est assez claire en réalité. Ils l'ont toujours dit, il faut que la censure touche Emmanuel Macron. Si elle touche Emmanuel Macron, eh bien, il faut qu'une autre question soit posée, plus importante, c'est celle de la démission ou non d'Emmanuel Macron. C'est ça le vrai objectif des marinistes aujourd'hui, via la censure. Parce que Barnier, ils savent qu'il peut revenir, il peut rester, même s'il est censuré, on ne sait jamais, ce sera quelqu'un d'autre, un autre gouvernement technique, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Donc le réel objectif politique, c'est de provoquer une élection présidentielle anticipée. Mais si elle provoque une élection présidentielle anticipée, si elle crée du chaos politique, et qu'en février-mars 2025, les juges, le tribunal décident de suivre les réquisitions du parquet qui sont extrêmement sévères dans le procès des assistants parlementaires européens du FN, et donc l'exécution provisoire sur l'inéligibilité, eh ben, elle ne sera pas candidate à l'élection présidentielle. Elle ne sera pas non plus candidate à une éventuelle dissolution. Donc, en réalité, Marine Le Pen, elle a un dilemme qu'elle doit trancher. C'est est-ce qu'elle suit son parcours politique qui la pousse à une dissolution, ou est-ce qu'elle devient prudente et refuse de dissoudre, et refuse en tout cas de censurer. Alors, Véronique Reissout, on a constaté depuis maintenant 10 jours que le réquisitoire est tombé de son procès, effectivement, pour les assistants parlementaires, où elle est accusée de détournement, pas elle seulement, mais le parti de détournement de fonds à plus de 4 millions d'euros sur une dizaine d'années, qu'elle avait changé de stratégie d'une certaine façon. Son visage s'est fermé, s'est durci, là où la stratégie de la cravate avait prévalu jusqu'à présent. Qu'est-ce qui se passe alors ? Alors, je pense qu'il y a une forme de surprise quand même pour elle. Elle savait qu'il y aurait le sujet de l'inéligibilité, mais c'est le fait que ce soit avec un effet quasiment instantané qui a été surprenant. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est que on peut dire que le Rassemblement national, vous ne me direz pas le contraire, habituellement, maîtrise quand même pas mal depuis quelque temps la réalité de sa communication. Ils ont lancé à ce moment-là un hashtag, donc un mot-clé, qui est « Je soutiens Marine ». Ils ont lancé une pétition pour soutenir Marine sur le site du Rassemblement national. Qui peut utiliser ces deux instruments? Uniquement les gens qui votent Rassemblement national et qui l'assument, donc les militants. Donc en fait, c'est très curieux parce que la stratégie que vous appelez de la cravate, on va dire une stratégie d'ouverture, qui est d'aller chercher dans l'opinion publique d'autres soutiens, n'a pas été utilisée parce que vous auriez très bien pu faire un hashtag qui est pas de politisation de la justice ou justice indépendante. Enfin, vous pouvez trouver plein d'expressions. Vous pouviez faire une pétition sur un site neutre. Là, on voit bien que c'est quelque chose de différent. Donc ça raconte quand même quelque chose. Alors soit ils ont été surpris, ils n'ont pas réfléchi. Je pense que même surpris, ils ont réfléchi. Ça démontre quand même qu'on est en train de se resserrer sur le socle de départ. Et après, quand on regarde comment s'expriment les militants, on voit bien qu'ils sont assez furieux sur cette affaire et que dans le fond, ils ont, eux, maintenant plutôt envie d'un chaos. La motion de censure, pourquoi pas, ils sont plutôt favorables. D'ailleurs, il y a un sondage qui est sorti ce week-end qui dit que 53% des Français sont plutôt favorables. Oui. Et sur le Rassemblement national, encore plus. Mais leur sujet est de dire si c'est pour un Barnier 2, la belle affaire. Si c'est pour un gouvernement technique, je voyais sur les forums des Patriotes où ils disaient je croyais qu'il était déjà technique, donc ça ne va pas changer grand-chose non plus. Donc eux, leur objectif, c'est effectivement que M. Macron donne sa démission. Et il est peu probable que ça arrive juste parce qu'il y a une motion de censure. Donc globalement, ils sont un peu perdus. Vous n'y croyez pas, vous, à la démission de Macron, Cécile, en cas de... Moi, je ne sais pas. En fait, ce qui me frappe, moi, du côté éco, c'est que on parle de tout ça alors que la situation économique française est difficile et toutes ces personnes... on a l'impression que ça ne compte pas, en fait. Oui. On est dans des jeux, mais pas... Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette instabilité, elle crée beaucoup d'attentisme chez les entreprises en termes d'investissement et d'embauche. Ça, pèse lourd. On a une dette sur PIB qui est à 112 avec des taux d'intérêt qui ont déjà beaucoup monté. On emprunte plus cher que l'Espagne, on emprunte plus cher que le Portugal aujourd'hui. On est à 10 points de la Grèce. C'est ça la situation de ce pays. Et après, on entend des manœuvres politiciennes. Je me demande si je vais faire ci, si je vais faire ça. Moi, je trouve que ça crée, en tout cas chez les chefs d'entreprise qu'on croise, de petites entreprises, de grands chefs d'entreprise, ça crée une coupure vis-à-vis du monde politique que moi, je n'avais jamais entendue. Il y a un rejet.
C'est-à-dire que les gens se disent, mais qui c'est ces guignols? Y compris chez les gens qui c'est ces guignols? C'est-à-dire que Ouais. la situation de la France est difficile budgétairement. Ouais. Elle n'est pas très facile économiquement parce que l'Allemagne est en récession, que la voiture, On sait pas Trump, la voiture, Trump, on ne sait pas sur les surtaxes, la difficulté du secteur automobile très forte en Europe avec l'électrification, tous les défis du changement climatique, de la décarbonation, on doit investir sur longtemps. Un industriel, quand il investit sur 10 ans, en centaines de millions d'euros. Et on a des gens qui se disent « Ah, ben, je me demande qu'est-ce qui est mieux pour moi, pour mon agenda ». C'est quand même incroyable. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça incroyable, en fait. Ouais. Et il y a une coupure entre les élites économiques, chefs d'entreprise et jusqu'aux grands patrons, avec la classe politique, mais qui est, notamment des grands-parents, Que vous n'aviez jamais vu avant. Jamais vu avant. C'est vraiment un espèce de truc de dire, mais ils sont qui inconscients. Quoi? Mais qui sait? Ils sont inconscients. Irresponsables. Oui, presque irresponsables. Qui sait? Je dis guignol, je suis un peu sévère, mais ne le disent pas comme ça. Mais même en tant que citoyen, je pense qu'en fait, voilà, il y a une coupure, en tout cas, qui s'est faite, qui est très très forte. Hein. Et je crois que Marine Le Pen a conscience de cet élément-là. Elle sait très bien que censurer le gouvernement, ça veut dire rentrer dans une situation très compliquée, très complexe. C'est rajouter du chaos au chaos. Alors même si ce matin... Faire le jeu faire le jeu d'un responsable politique qui est manifestement irresponsable, d'ailleurs. Hein. Oui, mais... Il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais donc c'est aussi à prendre dans l'équation à plusieurs inconnus pour elle, d'aller amener ses voix à celle de LF et du nouveau Front populaire. Donc, rajouter du chaos au chaos, est-ce que ce serait si bien que ça pour elle? Ses électeurs pourraient lui aussi lui en faire reproche. La situation est compliquée, et tout le monde le sait, et donc reprendre une incertitude encore plus forte politiquement, est-ce que ce serait si bien? Et puis, rien n'empêcherait, si Bernier était censuré, de voir arriver à la tête du gouvernement de la France quelqu'un de gauche. Macron pourrait très bien se dire « on a essayé la droite, ça ne marche pas, on peut essayer la gauche ». Ça ne marchera peut-être sans doute pas, mais en tous les cas, ses électeurs pourraient aussi lui faire le reproche d'avoir lâché une partie de ce qui constitue l'ADN de l'électorat. Et par exemple, ça voudrait dire que Retailleau ne serait plus ministre de l'Intérieur. Alors qu'il satisfait plutôt, il apporte un gage pour le Rassemblement national. Donc, est-ce qu'il s'agit d'aller jusque-là? Et c'est pour ça que je pense qu'ils ont conscience de ça aussi. Alors, Véronique et Paul. C'était juste pour vous dire que vous partez d'un postulat qui est que les Français connaissent la situation économique. Je ne crois pas. Je crois que les Français ont compris que la situation était grave, mais comme ils n'ont plus confiance dans les politiques, ils n'ont plus confiance dans les experts et qu'il n'y a pas un seul politique qui donne les mêmes chiffres, certains vous expliquent qu'on est au bord d'être dans la situation de la Grèce, d'autres vous disent mais non ma bonne dame ça va aller. Ce que je disais, c'est pas il y a les Français, mais oui, c'est les responsables de l'économie politique. C'est juste pour dire que du coup c'est eux qui ont un impact. Oui, mais c'est eux qui ont un impact. Enfin, qu'on le veuille ou non, ça nous plaise ou pas, c'est eux qui ont un impact sur les décisions d'investissement et de recrutement. Donc et en plus même pour tout système démocratique, quand la classe supérieure bourgeoise, je peux le dire comme ça, est en rupture avec la classe politique, c'est quand même des périodes très dangereuses politiquement. Et là, je pense qu'on est au broche. Voilà. Donc évidemment, les Français, ils ne savent pas forcément, mais je pense que la crise des finances publiques, ils ne savent pas forcément. Ils ne sont pas si neuneux que ça, les Français. Oui, c'est juste que les informations qu'on leur donne sont parfaitement contradictoires. Donc je suis sûre que même si on prenait les gens qui sont dans cette pièce et qu'on leur demandait la réalité de la situation de l'endettement et de la gravité, hormis, on va dire, un consensus qui est nous dépensons trop et nous ne rentrons pas assez de recettes, mais après, ça c'est un postulat qui fonctionne. Donc la notion de chaos associée, c'est pour ça que je réagissais à ce que pourrait faire un nouveau gouvernement, c'est pas si clair que ça dans l'esprit de chacun, parce qu'en fait, le diagnostic, il est pas, alors que ça devrait être quelque chose de partagé par tous, mais votre chaos politique, il est lié au fait que économiquement ça va pas, et comme on n'a pas un constat commun, et qu'en tout cas les Français ne le perçoivent pas ainsi, ça pose quelque chose de mouvant, et construire sur du mouvant, c'est compliqué. Oui, Paul. Mais elle aurait à gagner quoi, d'ailleurs? Parce que sur le plan des marqueurs idéologiques et des marqueurs politiques,
On ne voit pas très bien ce qu'elle aurait à gagner. Parce qu'en réalité, elle a un autre dilemme, un autre paradoxe, c'est au niveau de son électorat aujourd'hui. Ouais. Si on suit l'électeur, le cœur historique de l'électorat mariniste, qu'il a depuis 10 ans maintenant, un peu plus, c'est un électorat qui veut censurer. 67%, c'est un électorat qui considère que la France est en déclin, mais à cause d'Emmanuel Macron ou de ceux qui sont au pouvoir depuis 7 ans. Donc il y a un esprit de revanche par rapport aux législatives. En réalité, Marine Le Pen, elle a déjà échappé à quelque chose de très difficile pour elle, qui était la question de la destitution d'Emmanuel Macron. Elle a coupé court à cette conversation en bureau de l'Assemblée nationale, donc elle a décidé qu'il ne fallait pas que cette question arrive dans l'hémicycle, alors que son électorat, à elle, voulait absolument destituer Emmanuel Macron. Donc elle est face à un électorat qui est assez éruptif, qui est plein de revanche, et qui veut censurer, qui veut dire, mais en fait, Barnier-Macron, c'est la même chose, donc il faut que ça dégage. Son problème à elle aussi, c'est son nouvel électorat. Quelque chose qu'elle a réussi cette nouvelle coalition qu'elle a réussi à agréger depuis 2022, qui est en train de se construire, qui est un peu fragile, et qui, en fait, a un électorat de droite qui vient à elle. Donc des gens qui ont une connaissance du monde économique un peu plus pointue, qui ont parfois des intérêts économiques un peu plus élevés que les classes, entre guillemets, les classes populaires, je généralise, qui ont aussi des intérêts un peu divergents par rapport à la doctrine politique classique de Marine Le Pen, qui est du national-populisme, un souverainisme de gauche, un peu anti-oligarchique, et donc c'est un électorat que Jordan Bardella veut draguer. Et jusqu'à présent, Jordan Bardella était un peu anti-censure, parce que c'est pas de chaos, nous ne sommes pas les représentants du chaos, nous sommes différents de la France insoumise, et nous sommes plus sérieux que la Macronie. Et si Marine Le Pen décide de censurer, elle vient un peu à contresens de toute cette construction de cette nouvelle coalition électorale qui lui permet, cette coalition électorale qui lui permettrait d'avoir 51% des voix à une prochaine présidentielle. Donc c'est un autre dilemme. Est-ce qu'elle fait plaisir à ses fidèles, ou est-ce qu'elle essaye d'être en compromission avec ses nouveaux électeurs? Et jusqu'à présent, Marine Le Pen répète souvent à ses troupes, n'oublions pas les ouvriers qui sont là depuis toujours et qui sont fidèles. Voilà ce qu'elle dit à ses proches. Qui donne un nouvel indice, pour moi. Moi, je pense qu'elle va censurer. Mais après, il faut accumuler les indices, il faut accumuler les preuves, et il faut savoir aussi une chose avec Marine Le Pen, c'est que le jour de la censure, elle peut décider que le matin même, ça sera non, et le soir, dire oui. C'est ce qu'elle avait fait avec la loi immigration, où elle avait réalisé un coup politique, où le matin même, alors Jordan Bardella, elle dit on vote pas, c'est pas assez fort. Elle voit la situation politique évoluer, elle estime qu'elle a un gain à prendre, le jour même, en 8 heures, même pas 24 heures, 8 heures, et après elle annonce elle-même, dans la salle des 4 colonnes, qu'elle votera donc cette loi d'immigration, et donc une espèce de baiser de la mort à Emmanuel Macron et à la droite. Donc c'est ça aussi le jeu de Marine Le Pen, c'est qu'elle se laisse du temps, mais en même temps, la réalité, pour elle, est compliquée, la réalité électorale. Là-dedans, le président de la République, lui, de toute manière, il démissionnera pas, quoi qu'il arrive. Il ne démissionnera pas tout de suite. Ça, c'est à peu près certain. Puisque la situation, pour l'instant, n'est pas encore bloquée à ce point-là. Pour qu'on arrive un jour à une possibilité de démission, il faudrait qu'il y ait une censure, une première censure, une deuxième censure, voire une troisième censure, et éventuellement une dissolution encore à partir de juillet prochain, qui soit là aussi ratée et qui ne lui donne pas une majorité. Et auquel cas, la seule solution institutionnelle, une solution institutionnelle, ce serait son départ pour acter le fait qu'il n'est pas possible de continuer dans la situation actuelle. Donc aujourd'hui, il n'est pas question pour Emmanuel Macron de démissionner. D'autant que, si on regarde du point de vue même psychologique, c'est pas quelqu'un qui est plutôt qui est dans la démission. Il a pris la succession de François Hollande qui n'a pas pu se représenter. Et il en a tiré argument pendant très longtemps de dire François Hollande, lui, n'a même pas réussi à se présenter. S'il arrivait à démissionner, ce serait pire que François Hollande. Être obligé de quitter le pouvoir parce que la situation est bloquée, parce que ça aurait été, ces 2 mandats n'auraient été que des échecs. C'est l'humiliation suprême. L'humiliation suprême. Alors, il y a un autre obstacle, parce que résultat des courses, donc normalement à partir du 18 décembre, pour ce sujet-là, ce volet-là, mais un autre obstacle, c'est jeudi, avec une niche parlementaire qui est consacrée à la France Insoumise, et la France Insoumise a décidé, à l'occasion de cette niche parlementaire, de demander et de passer au vote, si possible, l'abrogation de la réforme des retraites qui a reculé l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Véronique Reissoult, c'est très encadré, hein. C'est pas sûr que ça puisse même être voté, puisqu'il peut y avoir
une espèce de procédure d'obstruction des députés qui ne seront pas d'accord avec le Front le nouveau Front populaire, et notamment avec la France Insoumise, qui fasse durer le plaisir, parce qu'à minuit, le 28, si c'est pas voté, il ne se passe plus rien. C'est a priori ce que les Français imaginent, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que vous avez 71% des Français qui disent ça serait bien que cette réforme soit abrogée. Et quand on regarde dans les détails, évidemment, plus vous êtes jeune, plus vous trouvez que ce serait une bonne idée. Normal, vous n'êtes pas trop concerné, pas directement. Mais globalement, on revient toujours à cette histoire des chiffres et de la réalité, de la perception par les Français. Donc ils ont bien compris qu'il y a cette petite astuce du minuit, parce que peut-être qu'ils suivent le club politique et donc ils sont très informés. Mais globalement, ils ont compris qu'on est sur des postures politiques et que les choses risquent de ne pas bouger. Pour autant, ils aimeraient bien que ça bouge. Mais étonnamment, c'est une question qui est rarement posée dans les sondages et c'est l'intérêt d'être plutôt dans l'observation de l'expression. C'est que quand on a eu une réforme qui partait sur le sujet des points, ça fonctionnait finalement plutôt bien et à la fin, pour des tas de raisons qu'on connaît, ça ne s'est pas appliqué, mais les Français commençaient à avoir compris et c'est toujours un signe quand les gens commencent à calculer la réalité de ce qu'ils vont avoir par rapport à un système. Et c'était le cas un peu partout. Là, ils ont l'impression que ça ne fonctionne pas forcément. Pourquoi ? Parce qu'ils ont bien compris qu'il faudra travailler plus. Ils sont plus ou moins d'accord, mais ils ont surtout compris que ce n'est pas forcément ce que nous allons voter qui va résoudre le problème. Donc en fait, ils aimeraient bien qu'on pose réellement le sujet, qu'on reparte sur un débat, et étant donné notre situation, je ne suis pas certaine que ce soit une option, mais voilà, c'est plutôt dans cette logique-là qu'ils voient les choses. Alors on va écouter certains responsables politiques qui s'expriment sur le sujet. On ne peut pas accepter qu'une question aussi grave que celle de la réforme des retraites, qui est en liaison avec les finances publiques, on ne peut pas accepter qu'une question comme celle-là soit traitée par surprise à l'improviste. Par surprise, la niche parlementaire insoumise est prévue depuis plusieurs semaines. Donc ça veut dire que vous nous dites il faut faire de l'obstruction pour éviter qu'il y ait un vote et que la réforme soit abrogée. Non, je pense que ce que les parlementaires vont faire, en empêchant un vote par surprise, est absolument fondé. On ne peut pas résoudre une question comme ça. Si les parlementaires macronistes décident de faire de l'obstruction pour empêcher l'Assemblée nationale de voter, alors que tout le monde sait qu'il y a une majorité aujourd'hui pour abroger la réforme des retraites, alors ça sera un déni de démocratie et un coup de force tout à fait insupportable et inacceptable. Cécile Crouzelle, alors là, c'est un retour en arrière, là. Alors ça serait catastrophique pour les finances publiques aussi, parce que si on revenait à 62 ans, on creuserait encore un peu plus la dette. Oui, je crois que c'est 3,5 milliards rien qu'en 2025 et 16, il me semble, en 2030 ou 32. C'est ça. En fait, effectivement, on est déjà... Malgré la réforme des retraites, on sera quand même déjà en déficit. Donc ça, c'est vrai que les Français ont raison là-dessus. Même le 64 ans ne résout pas la question. C'est un quart des dépenses publiques, exactement. Des retraites. C'est la première source de dépenses publiques. On a un système qui est plus généreux que dans d'autres pays. 64, il y a beaucoup de pays qui sont à 65, 67, même en Allemagne. Et donc, il y a un vieillissement de la population qui est accéléré, qui n'est pas traité de façon générale. C'est-à-dire que ni sur les retraites, ni sur la dépendance, ni sur les EHPAD, rien n'est traité, en fait. Ça, c'est un fait aussi. Je pense que le débat du vieillissement n'est pas posé. Oui. Et donc, oui, effectivement, déjà, la réforme à 64 ans ne suffit pas, ça c'est vrai. Et voilà, et alors l'abrogation, c'est encore pire, effectivement. Il y a un coût immédiat, il y a un risque, derrière de crise des finances publiques, c'est-à-dire que les taux français sont montés, les taux d'intérêt, sauf que les taux d'intérêt, c'est le taux aussi auquel moi je prends mon crédit immobilier, auquel une entreprise emprunte. La conséquence est très concrète pour les gens, pour tout le monde. Ils peuvent monter d'un coup, c'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni, quand la Premier ministre Liz Truss, pendant 15 jours, a fait une politique qui avait été considérée comme irresponsable, ça est parti en flèche. Elle a tenu, je crois, 15 jours, le temps d'enterrer la reine, et c'était fini. Donc, on est un peu dans une situation qui n'est pas très stable pour la France. Donc, on sait que les marchés réagissent très vite, en tout cas. Donc, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, en tout cas. Et là... on peut ne pas être d'accord sur le constat, le résultat sera le même pour tout le monde. Alors Paul, si la logique est respectée, normalement, le Rassemblement national devrait
voter cette abrogation. Marine Le Pen l'a annoncé plusieurs fois, parce qu'elle a subi une petite humiliation pour sa propre niche, où elle avait présenté exactement le même texte, qui a été vidé de sa substance en commission. Donc en fait, les députés RN devaient reposer des amendements pour rétablir le texte pour leur niche, mais comme c'est des amendements, du coup ça tombait sous l'article 14 qui empêche un député de créer de nouvelles charges sur le budget de l'État. Et donc elle va avoir sa revanche grâce à la gauche. Je pense que c'est ça le plus dur pour elle, mais elle fait l'impasse. Elle va avoir sa revanche et elle va pouvoir enfin revendiquer cette entre guillemets, victoire politique partagée. Ce qui est assez en fait étrange, moi je trouve, dans on reparle d'agenda, c'est que ça vient en plus, en même temps d'un débat sur l'agenda budgétaire, sur la discussion budgétaire, où déjà il y a une grosse tension sur les responsabilités qu'il faut avoir par rapport au creusement du déficit et à la gestion de la dette. Et ben là, on voit que dans un parti comme celui de Marine Le Pen, qu'on pense extrêmement centralisé, qu'on pense extrêmement fort, on voit qu'il finalement il y a quand même du courant en fait, qui commence à se structurer. Est-ce qu'il y a un courant populiste incarné principalement par Marine Le Pen et d'autres figures comme Jean-Philippe Tanguy, qui est un de ses bras droits à l'Assemblée nationale, député de la Somme, même un peu Sébastien Chenu, ancien LR, député du Nord, qui, eux, se disent classe populaire d'abord, classe populaire d'abord, classe populaire d'abord, et un courant qui, on pourrait penser incarné par Jordan Bardella, qui est un peu plus classiquement droite sur l'économie. Lui, Bardella se dit pragmatique sur l'économie. Lui, sur l'économie, tout est pragmatique. Il faut que ça soit dans le bon sens, il ne faut pas faire peur aux investisseurs. Il a essayé de faire changer la position du parti sur la flat tax. Il s'était opposé à l'augmentation de 3 points de la flat tax en disant que ça allait effrayer certaines personnalités économiques, certaines personnes économiques. Et bien en fait, on voit que quand il faut agir, le RN revient à ses origines, à ses fondamentaux, qui est un fondamental vraiment anti-oligarchie, anti-système, parce que c'est une position anti-système en réalité, un peu anti-libérale, de se dire... on en a marre de ces gens qui nous disent qu'il faut travailler plus pour payer plus les retraites, plus longtemps. Et donc, là, elle revient vraiment... alors, est-ce qu'en faisant ça, elle va pouvoir donner un peu de mou sur la censure? Peut-être aussi, c'est une pensée en escalier au niveau de Marine Le Pen. En tout cas, ça va alimenter le procès qui est fait par certains acteurs économiques, la Macronie, même à droite, sur la capacité de Marine Le Pen à proposer un projet économique crédible en vue de futures échéances. Si elle vote, elle votera cette proposition de loi insoumise, et qu'elle censure le gouvernement, là on est quand même face à une Marine Le Pen qui fait fi un peu de toute l'orthodoxie budgétaire, et donc crée de nouvelles faiblesses politiques. Qu'on voit qu'elle n'a pas... En plus, ils n'avaient pas du tout réussi à répondre à cette question-là lors des législatives. Ouais. Alors, là, vous parliez... il faut parler de l'agenda, effectivement, de l'agenda au sens propre. C'est-à-dire que si elle est votée, cette abrogation, après le texte part au Sénat, où encore une fois, il risque d'être amendé, enfin, de l'autre côté, commission mixte paritaire, et le texte reviendrait à l'Assemblée nationale au mois de février à peu près, au moment justement, précisément, où le jugement de son procès pourrait peut-être tomber. Est-ce que, alors, le gouvernement, par la voix de Maud Bréjon, qui est la porte-parole du gouvernement, a dit qu'il ne ferait pas d'obstruction, le gouvernement, enfin les députés et le gouvernement ne feraient pas d'obstruction jeudi lors de la niche parlementaire pour essayer de retarder justement le temps, enfin de bloquer et geler le temps et que ça ne soit pas voté. Oui, c'est ce que dit pour l'instant la porte-parole du gouvernement. Non, est-ce que les députés vont suivre exactement? On vient d'écouter François Bayrou qui, lui, est plutôt vers une obstruction républicaine responsable. Parce que le procès qui est fait, qui pour l'instant est fait à la gauche et qui pourrait être fait aussi à Marine Le Pen si d'aventure elle votait cette abrogation de la réforme des retraites, c'est le procès, comme l'a dit Paul, en irresponsabilité économique. Est-ce que c'est si bien que ça pour la France, pour les comptes publics, de suivre son électorat? Il faut savoir que cette réforme des retraites passe toujours très mal dans l'opinion. La grande majorité des Français, les 2 tiers des Français étaient opposés lors de la discussion à cette réforme des retraites. Et elle l'est toujours. Donc, c'est s'asseoir sur
sur un matelas d'opinion favorable. Donc, mais il y aura toujours aussi ce procès en irresponsabilité. C'est ce que tente de faire également Michel Barnier. Il n'arrête pas de dire, de poser toujours la question de la responsabilité. Est-ce que un dirigeant politique qui est amené, comme elle ou comme d'autres, à prendre peut-être d'autres fonctions, elle vise la présidence de la République, est-ce que c'est si responsable que ça d'aller vouloir modifier une loi qui malgré tout est passée et qui va dans le bon sens économique? Voilà, donc c'est une question à laquelle elle devra répondre. Véronique Reissoult, en dehors de l'obstruction qui pourrait être effectuée jeudi prochain, quels sont les moyens du gouvernement pour bloquer ce processus-là d'abrogation? Il n'y en a pas? Non. Il n'y a pas de 49.3 là? Pas à ce stade-là. Non. Donc ça veut dire que, possiblement, cette réforme peut être abrogée? Ouais. Ce qui serait quand même... un truc incroyable. Ce serait une première parce que ça serait une première. Par exemple, les socialistes, à chaque fois qu'ils sont revenus au pouvoir, ne sont jamais revenus sur les précédentes réformes des retraites. Et voire même, on l'oublie, la réforme Hollande de 2014 est assez dure. Alors, c'est elle qui a repoussé aussi la durée de cotisation. Pas l'âge légal, mais la durée de cotisation. C'est les dispositions Touraine. Touraine, ouais. Hollande-Touraine, ouais. De passer de 42 à 43 annuités avant de pouvoir avoir sa retraite à taux plein. Et qui était plus dur que l'âge. Une loi de réforme des retraites. Relancer une réforme. Voilà, il faudrait relancer une réforme. Dans la situation dans laquelle on est, on imagine que ça ne sera pas simple. Alors, justement, puisqu'on parle de Marisol Touraine, on parle du Parti Socialiste, est-ce que la gauche, telle qu'elle existe aujourd'hui, sous la bannière Nouveau Front Populaire, peut imploser? Il y a plusieurs sujets qui, ces dernières heures et ces derniers jours, ont froissé un peu ce camp. D'abord, la proposition d'un député de la France Insoumise qui veut abolir le délit, abroger pour le coup, le délit de négation, d'abolition de l'apologie du terrorisme, et puis d'autres, justement aussi la disposition Touraine. Enfin, il y a quand même une mauvaise humeur dans les rangs socialistes. Albert, qui peut faire penser qu'un jour ça pourrait éclater, surtout que ils n'ont pas le même agenda les uns et les autres. Il faut rappeler que le Nouveau Front Populaire, donc, qui associe 4 partis de gauche, dont les principaux, donc la France Insoumise et le Parti Socialiste, sont les résultats d'une alliance électorale qui est un peu fait de briquet de broc. Ils n'ont pas beaucoup de choses en commun, en tous les cas, mais suffisamment pour avoir noué cette alliance électorale. Et on voit bien que cette coalition est tiraillée de toutes parts. Vous avez la France Insoumise qui a un agenda avec la volonté d'aller mener le chaos et d'aller vers une présidentielle anticipée. Et en cela, on retrouve l'agenda de Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon est persuadé qu'on ira vers une destitution, enfin une démission du président de la République et qui amènera des élections anticipées, et auquel cas il serait le candidat de la gauche et qui pourrait réunir sur son nom, si ce n'est les partis, au moins les électeurs. Et donc trouver un moyen d'être au moins au second tour. Et donc, mais vous avez dans cette coalition du Nouveau Front Populaire, c'est des dissensions essentielles sur la manière d'envisager la politique, d'envisager la gouvernance, le rapport à la laïcité, le rapport à l'antisémitisme, le rapport à la volonté de vivre ensemble, et donc avec des tiraillements qui rendent quasiment impossible le maintien de cette coalition en l'état. Donc il va falloir trancher, et à l'occasion d'élections, de démissions, on verra si la gauche, et notamment la gauche social-démocrate, pourrait un jour se détacher, si ce n'est électoralement, au moins politiquement, de la France Insoumise. Alors, il y a 2 voix qui se sont manifestées. Il y a Boris Vallaud qui a dit qu'il pouvait y avoir envisagé un nouveau socle commun, c'est-à-dire de voir la majorité, enfin l'ancienne majorité actuelle se disperser et se reconfigurer avec une partie du Parti Socialiste. Et puis il y a le maire de Saint-Ouen qui a beaucoup la cote ces derniers temps, M. Ramdam,
qui dit il faut un gouvernement technique cette fois. Alors avec quel Premier ministre? Ça serait probablement un Premier ministre de gauche, j'imagine, Paul. Je pense que... Alors c'est là où, pareil, les intérêts divergent dans le bloc du NFP. Qui est un bloc qui était uniquement pour législative. Je rappelle, il n'y a pas non plus le même mécanisme que la NUPES à l'époque, mais on remarquera quand même qu'entre la NUPES et le NFP, le point commun, c'est comment ils sont l'autodestruction par LFI de leur propre création presque. Ce qui est intéressant dans ce que dit Boris Vallaud et le maire de Saint-Ouen, c'est que déjà ce sont des voix socialistes qui commencent à prendre de l'ampleur. Pourquoi ce sont des voix socialistes? Pourquoi on les écoute? C'est parce qu'en réalité, il y a une date qui va être très importante dans le calendrier de toutes les gauches, c'est le congrès PS. Qui va avoir lieu d'ici quelques mois. Ouais. Et là, on saura si Olivier Faure, actuel premier secrétaire et artisan un des artisans de la NUPES et de... Ligne dure. Ligne unioniste. Pro, en tout cas, discussion avec la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il va être reconduit à la tête du PS, ou est-ce que parce qu'il a beaucoup d'ennemis du coup à l'intérieur de son propre parti. Ils avaient essayé de se coaliser à un précédent congrès, ils n'avaient pas réussi à le faire renverser. Est-ce que ces ennemis vont réussir à avoir une majorité et donc détacher le PS de cette discussion permanente avec la France Insoumise et Mélenchon? Donc là, il y a le maire de Rouen, Meyer Rossignol, il y a la maire de Villeurbanne, il y a Carole Delga, présidente de la région Occitanie, il y a François Hollande, qui est quand même dans cette partisan de détachement vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. François Hollande qui a toujours été très très dur avec Jean-Luc Mélenchon, et encore plus récemment. Il parle de campagne identitaire par rapport à 2022, et même depuis les européennes dernières européennes de 2024, donc c'était il n'y a pas si longtemps. Et donc c'est vraiment la date importante où on saura si il peut y avoir encore une existence au NFP, ou si les gauches vont partir de manière dispersée pour les prochaines années, prochaines échéances électorales. Véronique, est-ce que vous estimez qu'ils peuvent continuer à faire la route ensemble? En tout cas, ce qui est certain, c'est que la base est un peu déroutée, ne serait-ce que le dernier sujet de l'abrogation de l'apologie du terrorisme, qui est quelque chose qui a été imposé par M. Hollande. Donc c'est compliqué de suivre... Qui a vécu les attentats de 2015 voilà. Et c'est lui qui avait proposé qu'il y ait ce texte de loi. Donc LFI, ses nouveaux amis... propose que ce soit abrogé est un peu compliqué. Donc il a fini par prendre position d'ailleurs, mais il a mis un petit moment. Et on voit bien les militants, ils sont de plus en plus partagés, c'est de plus en plus clivé dans les discussions. Il y avait eu un petit fond de socle commun qui était plutôt dans le contre les autres, mais qui fonctionnait, et là qui ne fonctionne plus du tout. Donc effectivement le congrès sera important, mais on voit il y a les partisans d'Elga qui sont très identifiés, il y a les partisans de M. Glucksmann, il y a les partisans, enfin voilà. C'est plein de clans les uns à côté des autres, et la réalité de NFP disparaît petit à petit. Et il y a toujours un indicateur qui est intéressant, c'est dans les bios que les gens mettent quand ils sont très investis en politique et des militants fervents, ils mettent la réalité à qui ils sont rattachés. Et le rattachement à NFP disparaît, c'est de plus en plus soit PS, soit LFI, soit écologie, mais c'est plus ce front qu'il y avait constamment. Donc c'est un indicateur de quelque chose qui devient compliqué, quoi. La vraie question, c'est de savoir si la social-démocratie, qui a été incarnée par François Mitterrand, par François Hollande, par Laurent Fabius, donc une gauche de gouvernement réussit à se retrouver, à se réincarner dans quelqu'un. Alors effectivement, il y a Raphaël Glucksmann qui a cherché pendant les européennes à l'incarner, ce qui n'a pas trop mal marché. Enfin, il est passé devant la LFI en termes de résultats. Et il y a François Hollande qui cherche lui aussi à revenir, et on sait très bien que il a une volonté à la Monte Cristo, il veut se venger donc d'Emmanuel Macron. Donc il se verrait bien le candidat de la gauche en 2027. Et donc si d'aventure la gauche social-démocrate réussissait à trouver une expression politique et à trouver son espace, c'est ça le plus difficile, son espace, ça redonnerait à la gauche sans doute l'ambition de pouvoir gouverner la France. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que la France insoumise n'a pas de réelle
si ce n'est d'intention, en tous les cas de possibilité un jour d'arriver au pouvoir. Parce qu'il y aurait, là, je pense qu'il pourrait y avoir une vraie coalition pour l'empêcher d'accéder véritablement au pouvoir. Donc l'avenir de la gauche passe par le retour en forme d'une social-démocratie apaisée et de gouvernement. Il y a une logique économique aussi de rupture entre les deux constituantes de la gauche, je dirais. En tout cas, c'est sûr que le NFP fait très peur aux chefs d'entreprise français. C'est leur programme de façon assez évidente sur les hausses d'impôts un peu dingues et voilà, abrogation de réforme de retraite ou retraite à 60 ans, tout ça, ou le SMIC à 1 600 €, c'est vraiment l'épouvantail absolu. Absolu, hein, qui a servi d'ailleurs, Bardella s'en est beaucoup servi, etc. Vraiment, c'est l'épouvantail. Et oui, on ne sait pas trop ce que vient faire la social-démocratie là-dedans. Le programme a été quand même très marqué par très à gauche. Il y a un truc qui est quand même un peu étonnant, parce que moi je suivais les questions budgétaires à l'époque. On sait très bien que par exemple la tranche à 90% ou très haute d'impôt sur le revenu, c'est anticonstitutionnel, ça a déjà été censuré, tout ça. On sait très bien qu'il y a un moment où l'impôt est considéré comme confiscatoire par le Conseil constitutionnel. Et François Hollande ne peut que le savoir, parce que c'était quand lui était président que ça s'est produit. Donc quand je vois, il y a un côté un peu, mais qu'est-ce que c'est que ce programme, qu'est-ce que c'est que c'est... on ne sait pas trop... Malgré tout ça, les socialistes se sont rangés derrière la LFI pour les élections législatives et ont fait élire Raphaël Arnaud, réélire des députés très controversés de la France Insoumise. Et voilà, ça a permis aussi ça. Mais en échange, ils ont été aussi élus. Oui, voilà, la gauche a retrouvé ils ont sauvé les meubles. Ils ont sauvé les meubles. Et c'est vrai que par contre, chez les gens de gauche, il y a quand même le mythe de l'union de la gauche reste... Cette histoire-là, elle reste très forte et très prégnante. Bien sûr. Même si, je pense, l'histoire ne se redit pas, on n'est pas en 1980, mais ça reste très prégnant dans la conscience collective. Donc ça joue beaucoup. Bon, voilà. Il est l'heure de passer à vos coups de cœur, vos coups de griffe. Alors, Véronique Reichhult, on commence avec vous. Vous commencez par le coup de griffe. C'est sur ce changement, cette annonce de il faut quitter X parce que c'est pas bien. Oui. Le coup de griffe, il est sur les analyses qu'on entend régulièrement alors, autour. Dites-nous. D'abord parce que X n'est pas... X, c'est ex-Twitter. Hein. Ex-Twitter. C'est pas un réseau social très porteur en France. Ouais. Il arrive, je crois, de mémoire, d'ailleurs pas de mémoire, je l'ai noté pour être sûr de ne pas me planter sur les chiffres, mais ça arrive en 6e position, loin derrière les autres. C'est un lieu où il y a les journalistes, les politiques, les militants, les gens qui font de la politique, mais globalement, c'est pas là où sont les Français. D'abord, la première motivation des Français quand ils s'expriment sur les réseaux sociaux, c'est de rester en contact avec leur famille, leurs amis, donc c'est pas forcément sur X, c'est plutôt sur Facebook ou sur Instagram, qui sont les deux premiers réseaux en France. Et puis la deuxième raison, ça peut être de se divertir. On ne peut pas dire que X soit vraiment un lieu de divertissement. C'est sûr. Donc on le présente à chaque fois comme le lieu de tous les mots et de toutes les réalités. X n'est pas forcément un lieu très sécure, mais globalement, les uns et les autres le savent. Le sujet il est plutôt une question d'algorithme et il n'est pas dit que ce soit mieux ailleurs parce qu'on vous envoie sur Thread qui est Meta, donc ça dépend des Américains, donc est-ce que c'est mieux? Vous avez TikTok qui est le réseau qui monte, c'est les Chinois. Donc globalement, je trouve que les analyses en soi, elles sont toujours un peu erronées et puis il y a une réflexion qui est à chaque fois, quand vous êtes un arbre, est-ce que vous pouvez quitter une forêt vous-même? Je ne sais, de mémoire, vous devez avoir 35 000 followers sur X. Est-ce que vous allez quitter la forêt? Je ne sais pas. Non. Il va falloir recommencer à zéro ailleurs. Donc je trouve que c'est beaucoup de débats pour quelque chose qui est un peu plus compliqué que ça ne l'est. D'accord. Bon, ça, c'est bonne information. Voilà. Le coup de cœur. C'est ça aussi, c'est que c'est bien que les gens se réveillent aussi en se disant non, tout n'est pas juste sur ce qu'il y a des questions d'algorithme, qu'on a aujourd'hui les moyens de se renseigner pour savoir quelles sont les informations qui nous sont poussées. Donc c'est plutôt bien qu'il y ait ce débat. Il ne faut pas non plus tomber dans l'angélisme, mais il y a des bonnes nouvelles dans tout ça. Donc c'est et bien et mal, comme plein de choses dans la vie. C'est un réseau social qui est très utilisé par le Rassemblement national. Oui. C'est quoi le réseau social du Alors Bardella, lui, il est sur TikTok et Twitter. Ouais. TikTok et Instagram, pardon. Il délaisse un peu Twitter parce qu'il trouve ça un peu trop institutionnel. Mais par exemple, il m'expliquait il y a quelques mois que, en fait, il lisait beaucoup les messages qu'il recevait sur Instagram et TikTok.
parce qu'il y avait un côté sans filtre. Déjà, il a énormément d'abonnés, une énorme audience. Beaucoup de jeunes votants l'ont connu à travers TikTok, parce qu'il fait beaucoup de vidéos. Après, il y a une stratégie évidemment un peu institutionnelle, c'est-à-dire que en termes de communication politique, Twitter, c'est quand même... il y a beaucoup d'institutions, il y a la vie de l'Assemblée, il y a beaucoup de polémiques qui naissent sur Twitter, donc il faut être présent partout. Là où ils ont aussi beaucoup travaillé pendant un moment, je n'ai pas beaucoup de chiffres, mais c'était sur Facebook. Facebook, oui. Facebook, c'est de loin le premier des réseaux actifs, parce que vous avez deux chiffres qui sont importants, c'est le nombre de gens qui s'inscrivent et le nombre d'utilisateurs actifs. Et Facebook est de loin le premier. Et il touche toute la population, même les jeunes, sauf que les jeunes, ils y vont pour organiser des événements. Et après, Instagram arrive derrière, et vous avez un réseau social que les gens n'imaginent pas comme étant un réseau social, mais WhatsApp, c'est un réseau social fermé, généralement, mais vous avez aussi des boucles ouvertes, et les partis s'en servent, et c'est sans doute un des meilleurs moyens pour toucher toute la population. Alors ça, c'est pour toucher leurs adhérents, là, WhatsApp. Oui, oui, enfin non, il suffit que vous inscriviez, c'est pas forcément vos adhérents, c'est comme sur X, les gens qui suivent les comptes des députés ou de Marine Le Pen ne sont pas forcément des gens qui sont d'accord avec elle, c'est pour s'informer. Et après, sur X, ils s'en servent, mais ils ne discutent pas. Donc en fait, le vrai sujet sur les réseaux sociaux, c'est de pouvoir discuter. Sur X, ils s'en servent comme d'un micro, comme à peu près tous les politiques, pour faire en sorte qu'on puisse entendre leur voix. C'est une façon de balancer des nouveaux communiqués, en fait, de presque plus qu'autre chose, quoi. Albert, alors, coup de griffe. Coup de griffe, c'est ce député de LFI, Hugo Bernalicis, qui a proposé d'abroger la loi sur le délit d'apologie du terrorisme. Au-delà de l'ignominie de la proposition, enfin, de vouloir ne plus sanctionner l'apologie du terrorisme, c'est la volonté, on le voit très bien, de la part de LFI, d'aller parler à son électorat, d'aller parler à ses soutiens, parler à ses électeurs et leur donner un signe qu'on peut aller vers des choses et dire des choses qui sont non seulement répréhensibles juridiquement, mais même moralement. Et pour ça, je trouve que c'est un jeu dangereux dans lequel la France insoumise souvent se vautre et continue à se vautrer. Ouais. Donc... c'est d'autant plus étonnant que c'est pas le plus jusqu'au boutiste, Hugo non, surtout et d'autant plus étonnant qu'il dans le cas d'une cohabitation avec un Premier ministre de gauche, donc Lucie Castès, il avait été nommé Premier ministre, et il était censé être le ministre de l'Intérieur. Et en tous les cas, il visait à la place Beauvau. C'était son objectif. Coup de cœur. Alors, coup de cœur, il n'est pas politique, mais encore que. C'est le rachat par Antoine Arnaud, donc la famille Arnaud, du Paris FC. Paris Football Club. Et je trouve que c'est très bien qu'un groupe de luxe français, pour le cas, puisque le PSG est détenu par le Qatar, donc des intérêts qataris. Là, c'est un groupe français qui s'intéresse à un club de foot qui, pour l'instant, est en Ligue 2, mais premier de Ligue classement, et qui est amené, si ça se maintient, à rentrer en Ligue 1. Et je trouve ça très bien que la France et Paris aient un deuxième club. Comme toutes les grandes villes d'Europe. Toutes les grandes villes. Enfin, en Angleterre, ils ont au moins 2 clubs. Ouais. Paul. On commence par quoi? Coup de griffe? Coup de griffe, oui. Coup de griffe, eh bien, c'est l'attitude du socle commun envers Michel Barnier. Parce qu'on parle beaucoup de Marine Le Pen qui est qui a le destin de Michel Barnier du gouvernement entre ses mains, mais en réalité, Michel Barnier a quand même beaucoup de problèmes avec ses propres amis. Ses propres troupes. Et quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. C'est sa relation avec Gabriel Attal qui est quand même un peu en dents de scie. Ouais. C'est aussi le coup de pression de Laurent Wauquiez qui est censé faire partie de sa même famille politique. Donc on sent que Michel Barnier, en réalité, il peut tomber aussi parce que dans son propre corps soutient... alors, Laurent Wauquiez parle de socle gouvernemental, on dit socle commun, bloc central. Vous voyez, il y a plein de noms pour définir cette assemblée, enfin cette coalition hétéroclite avec des intérêts très très divergents et des agendas encore plus divergents. Il y a quand même 2 présidentiables, Gabriel Attal et Laurent Wauquiez. Et moi, je trouve qu'en réalité, dans une période aussi grave, à la fois au niveau économique, de la dette et même de la stabilité politique, parce que
si eux réussissent pas leur mission de soutenir Michel Barnier, à la fin, c'est le grand patron qui tombe. Quand même, donc, potentiellement Emmanuel Macron. Bien sûr. Et donc, on voit bien que, eh bien là, les intérêts particuliers l'emportent sur le bien commun. Et c'est bien dommage pour Michel Barnier et pour Emmanuel Macron. Bien sûr. Coup de cœur. Mon coup de cœur, eh bien, c'est la réunion ratée entre Marine Le Pen et Michel Barnier. Ouais. C'est mon coup de cœur parce que je trouvais ça un peu désuet. En fait, peut-être le destin du gouvernement s'est joué lundi matin à 8h30, à une heure de pointe, sous la grisaille et la pluie. Parisienne. Parisienne. Parfois, il fait beau ailleurs en France. Où il y avait une énorme tension dramatique, mais qui ne s'est pas vraiment jouée. Et ça, c'est un peu la méthode Michel Barnier, je trouve, qui est plutôt intéressante, d'essayer de faire taire un peu toutes les éruptions politiques. Ouais. Il a quand même eu des dossiers bien plus ou autant importants que celui de la France, comme le Brexit. Il était commissaire européen, donc il a une expérience. Et cette manière, en fait, de dédramatiser parfois des moments qui sont un peu cruciaux, parce que cette réunion quand même était assez cruciale, c'est-à-dire que Marine Le Pen est venue avec une liste d'exigences. Elle est partie en comprenant qu'en fait, elle n'était pas sûre d'avoir quoi que ce soit. Et en fait, impassiblement en face, campait sur ses positions, comme elle a dit. Et coup de cœur, parce que ça dédramatise un petit peu quand même la situation. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de flash AFP ou d'alertes sur les téléphones, à part pour dire ce qu'a dit Marine Le Pen, qui n'était pas non plus assez exceptionnel. Voilà. Cécile, rapidement. Un peu de sel et un peu de sucre. Alors, un peu de sel, c'est... Bon, je vais refaire un peu d'écho, c'est les surtaxes sur les billets d'avion, juste comme exemple, en fait. Comme exemple d'une mesure qui a été qui est prévue, et puis il n'y a pas d'étude d'impact, en fait. Et puis on s'aperçoit qu'il y a des... Ouais. Il y a des bobinettes partout. Ryanair, on connaît son patron qui est très cash, très provocateur, qui dit moi je dessers 22 aéroports en France, il y en a 10, je ne vais plus desservir en fait. Ah oui, voilà. Voilà. Et puis il y a Air France, coût de la mesure en 2025, 280 millions d'euros pour une boîte, donc voilà. Et puis alors on imagine un crédit d'impôt pour Air France du coup. C'est ça le plus beau en fait, sur les carburants durables. Ça c'est magnifique en fait. Donc voilà l'impréparation qui n'est pas très sérieuse, je trouve. Coup de cœur. Le coup de cœur est un peu ironique, c'est Elon Musk. Il a fait le meilleur investissement, je pense, depuis le 5 novembre, sa fortune, depuis l'élection de Trump, s'est accrue de 83 milliards de dollars. Il avait misé 120 millions sur la campagne, donc c'est un beau retour sur investissement. Et c'est l'homme le plus riche du monde, et aujourd'hui, mais même de toute l'histoire, parce qu'a priori, Rockefeller était à 336 milliards de dollars de l'époque, ramené aujourd'hui, et lui, il est à 348. Merci à vous, c'est fini, bonne soirée. Et puis on se retrouve lundi prochain, il sera sans doute question encore du gouvernement, d'instabilité politique et d'agenda. Bonne soirée.